Bonjour Mathieu, François Bédard ici qui représente DIAC de point de vue de la francophonie. À tous qui nous écoutent, je vous présente Mathieu Desrosiers qui est responsable aussi des dossiers d'identité numérique chez Desjardins. Bonjour Mathieu. Salut François. Comment vas-tu aujourd'hui? Toujours très bien, merci. On vit une période assez faste en ce moment qui nécessite énormément de vélocité. Les médias numériques prennent de plus en plus d'importance. Ça spin à gauche et à droite. Mais je pense qu'il y a un fondamental qui s'organise au niveau de l'identité numérique par défaut. C'est un peu le rôle de DIAC aussi, de vulgariser ce qui se passe. Fait que ce que je veux faire avec toi aujourd'hui, dans une session d'une demi-heure, on va trouver les meilleurs moments. Je te lance des questions, tu réagis. Ce que je veux surtout, c'est qu'on partage nos passions sur l'industrie, qu'on partage aussi ce qu'on voit comme impact. Mais qu'est-ce que ça veut dire dans le quotidien des gens éventuellement? Qu'est-ce que ça veut dire comme impact? Ultimement, y a-t-il un bien commun qui peut ressortir de là? Puis je pense que ça doit être propulsé par des leaders, mais je pense que le bien commun qui peut nous réunir, c'est de le faire ensemble parce qu'il y a des standards, il y a de l'opération et des processus. Ça fait que je vais te lancer 3-4 questions, tu réagis, puis je t'invite à faire la même chose de mon côté. Fait que, en même temps, j'ai envie de te dire, pour Mathieu Desrosiers, c'est quoi ça l'identité numérique? Ça veut dire quoi? Bien, je pense que c'est la première question fondamentale à se poser, effectivement. Puis on entend tout et rien par rapport à ça. Mais tu sais, une des choses, c'est pas de l'authentification, c'est pas de la numérisation de notre permis de conduire qu'on va mettre en ligne. Qu'est-ce que l'identité numérique? C'est effectivement une nouvelle façon de, oui, justement, s'identifier, mais dans un monde du numérique avec, on laisse des traces, il y a des attributs qu'on appelle, sans tomber dans le jargon trop technique, mais comment est-ce qu'on structure l'information que l'on possède, qu'on laisse sur les voies numériques aujourd'hui et qu'on, à travers des standards, on le crée et qu'on réussit à créer une nouvelle identité d'un individu dans le monde numérique qui peut se servir. Et un des éléments fondamentaux aussi autour de ça, c'est la souveraineté de l'identité, l'appartenance de l'identité numérique à chacun des citoyens qui l'utilisera pour la suite, pour différents cas d'usage. En fait, on vit dans le monde numérique différents angles. On essaie de s'identifier aujourd'hui, mais avec des processus, des protocoles qui datent de tout le temps, qu'on a essayé de numériser pour réinventer les choses. Et c'est dans cette voie-là que s'inscrit l'identité numérique, définitivement. Mais une question pour toi, justement, quelle est ta définition aussi? Parce que, comme je le dis, il y a de tout et de rien. Quelle est ta lecture, ta vision là-dessus, François? Oh mon Dieu! C'est une question qui vient beaucoup me toucher parce que, père de famille, 3 enfants, hyper connecté sans être trop geek. L'identité, ça peut être un double de soi-même, c'est une identité, mais ça devient aussi un actif, mais c'est aussi une extension de ce que je peux être. Et le bénéfice d'être sur des plateformes est extrêmement intéressant parce que même si j'ai commencé il y a plus de 25 ans, puis les réseaux sociaux sont arrivés après, c'est comme si le bénéfice de faire partie des réseaux est plus important que de comprendre les termes et conditions qui viennent en voulant léguer une identité. Mais on ne se pose pas trop de questions sur les bénéfices versus, comme on dit, les fameux terms and conditions, parce que jamais personne ne va lire les contrats qui changent de l'autre côté. Mais il reste que l'identité, j'en ai une, comme mes enfants en ont une, comme ma femme en a une, mais ça veut dire quoi dans les nouveaux services citoyens ou les nouveaux services bancaires? Parce que ce que j'entends par l'identité numérique, ce n'est pas juste que transactionnel. Fait que c'est tout ce qui peut être data et tout ce qui peut être extrêmement transversal. Puis je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. C'est pas juste un permis de conduire, c'est pas juste une plaque d'immatriculation, c'est pas juste un numéro d'assurance sociale. Ça devient dans le fond un profil. Mais il y a comme une espèce de grande crainte sur Big Brothers is watching us sur l'identité numérique. Mais en même temps, on est tracé depuis très, très, très longtemps. Et je pense qu'il y a un nouveau trade qui se fait entre ma valeur comme individu, citoyen, payeur de taxes, voteur, versus mon profil à travers les réseaux. Ce qui est triste, puis en même temps une énorme opportunité qui est vraiment fantastique. La pandémie a propulsé ce genre de discours-là parce que le télétravail, bien qu'on le faisait d'une certaine manière, maintenant, c'est devenu dans le quotidien, puis on l'a prouvé. Fait que une ville est-elle un carré de sable à une identité? Quel est le rôle des institutions financières, des régulateurs? Mais c'est quoi l'espèce de le storytelling de l'identité qui est transversal par rapport à ça? Puis ça ne peut pas être le débat d'une personne. C'est vraiment d'un écosystème qui doit être là-dedans. Puis bien que Desjardins, on sait ce qui s'est passé au niveau de son hacking,
Je pense pas que c'était l'élément de déclencheur. Puis j'ai envie d'en comprendre. L'identité chez vous, elle a commencé quand? C'est sûr qu'il y a des éléments qui propulsent le truc, mais ça fait longtemps que vous vous posez la question sur l'identité numérique, non? Oui, ben absolument, définitivement. Puis, comme tu mentionnes, les événements de l'été passé sont venus propulser notre vigueur de ce côté-là, mais définitivement, c'est une préoccupation qu'on a depuis longtemps. Puis, tu sais, tu faisais référence avec les enfants, j'en ai moi aussi, et tu sais, on vit dans le monde numérique, puis on peut difficilement s'empêcher de vivre dans le monde numérique. En fait, c'est autrement, bon, oui, ça existe, mais c'est des cas extrêmement marginaux. Je pense pas que c'est ça que le souhait des citoyens de se déconnecter du monde numérique, mais on se crée des identifiants, des identités numériques à travers l'ensemble des plateformes, des connexions qu'on a, mais comment est-ce qu'on crée justement un écosystème de confiance qui regroupe ça et qui justement donne confiance aux citoyens, donne le pouvoir aux citoyens de naviguer dans ce monde numérique-là en se créant des identités sur lesquelles ils ont pleinement contrôle. Puis ça, c'est un des... Tu sais, Desjardins, on travaille dans l'intérêt de nos membres, on le dit, on est là pour la communauté des citoyens. Et c'est dans ce cadre-là qu'on dit comment est-ce qu'on doit jouer un rôle actif de ce côté-là. Les transactions bancaires, les membres et les clients dans le monde du bancaire font des transactions, des millions de transactions par jour. On laisse des traces. Comment est-ce qu'on peut protéger les citoyens? C'est vraiment dans ce cadre-là qu'on souhaite travailler. Puis ça, Desjardins est au cœur, souhaite être au cœur de cet écosystème-là parce que c'est aussi un élément important à mentionner dans ces numériques. Ce n'est pas le lot d'une seule personne, d'un gouvernement ou d'une institution. C'est un écosystème où tous les joueurs qui en font partie sont sur le même pied d'égalité, partagent de l'information avec des protocoles, avec des éléments très encadrés qui donnent confiance et qui donnent les moyens, effectivement, de nos ambitions par rapport à ça. Fait que ça, c'est trippant parce que je pense qu'il y a une perspective qui s'illustre par rapport à ça, puis les éléments déclencheurs, mais j'ai envie de jouer l'avocat du diable, tu sais. C'est quoi les risques qui sont associés avec l'identité numérique? Y a-t-il des risques par rapport à ça? Où est-ce que ça peut faire mal? Où est-ce que ça peut arrêter? Puis comment tu vois ça de ton côté? Le risque associé à l'identité numérique, c'est quoi? Ou les risques? Bien, en fait, oui, effectivement, il y en a plusieurs, mais tu sais, quelques-uns, c'est comme j'aime bien le dire, il y a encore plus de questions que de réponses autour de l'identité numérique. Ouais. On en entend parler, il y a plusieurs cas de figure, il y a plusieurs approches, il y a plusieurs standards aussi qui voient le jour, mais je pense qu'un des risques, c'est justement de se lancer dans cette aventure-là de façon un peu trop isolée et de créer des nouvelles tracks sur lesquelles, qui donc isoleraient des identités numériques ou isoleraient ça. C'est comment créer un concept, un écosystème très ouvert, mais un écosystème de confiance, donc avec des partenaires avec lesquels on a envie de travailler, à livre ouvert sur certaines choses, mais où la protection fondamentale de l'information, ou la protection de l'information, je vais dire comme ça, est fondamentale à tout ça. Et là, il y a des éléments technologiques dont je ne suis pas technologue du tout, mais il y a des éléments technologiques qui nous permettent aujourd'hui de penser à ce que devraient être les modes de protection de l'identité, mais comment est-ce qu'on contribue justement à cet écosystème-là globalement. Un des risques que je perçois, c'est l'imputabilité puis l'opérationnalisation de. Tu sais. Puis à la limite, quand on travaille en équipe au sein d'une organisation ou en étant à l'extérieur d'une organisation, comment tu gères cette imputabilité-là? Puis à la limite, qui est responsable? Tu sais? Parce Ouais. que, donc là, on rentre dans un nouveau type de risque. Puis est-ce qu'on est capable d'assurer ce risque-là? Parce que, je veux dire, ça reste que c'est des humains qui conçoivent, il y a des machines qui font des trucs. Puis là, ça va te faire sourire. Tu sais, on parle de gouvernance algorithmique. Ça veut dire quoi? Comment ça se définit? C'est quoi les cadres? Mais comment on s'assure qu'on est imputable dans cette gestion de risque-là? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le plus grand risque, c'est un risque réputationnel? Est-ce qu'un des plus grands risques, c'est une fuite de capitaux? Ou c'est-tu une fuite des humains? Comment on réussit à pondérer ces risques-là dans ton organisation? Puis toi, j'étais quand même, ça fait longtemps que tu es là, ça fait comme quasiment 15 ou 20 ans que tu es chez Desjardins. Tu as vu différentes structures, différents leaderships. Mais c'est quoi la responsabilité de l'imputabilité par rapport à ça de ton côté? Ça a toujours été un élément de première préoccupation chez l'ensemble des institutions financières et Desjardins sans doute en tête de liste par rapport à ça. C'est qu'on a tellement d'informations sur nos membres, sur les transactions. C'est une grande préoccupation. Les investissements de l'ensemble du monde financier, assurance et gouvernemental, l'argent qui est mis autour de la protection des renseignements, des données, est un élément à cœur de nos activités depuis toujours, en fait. Et donc, c'est dans cette voie-là, avec l'expertise qu'on a développée, qu'on est capable d'aller plus loin. Ceci étant dit,
le risque zéro n'existe pas, mais par des conventions, des arrimages, des partenariats solides et de grandes organisations qui s'engagent dans la protection. Puis je pense que c'est une préoccupation de tous et chacun pour vrai, des grandes organisations aussi, comment mieux protéger les citoyens, leurs membres, leurs clients. C'est un élément fondamental. Donc, c'est là-dessus qu'on doit bâtir. Puis donc, Desjardins, c'est dans ce cadre-là. Puis vraiment, je faisais un petit peu mention tantôt, il y a le volet de l'authentification des éléments, la cybersécurité. C'est des dizaines et des dizaines de millions qui sont investis année sur année pour protéger ça. Mais en même temps, fondamentalement, c'est qu'on essaie de protéger des données qui sont réutilisables une fois qu'elles sont perdues. Et l'identité numérique, c'est justement ça, c'est de limiter ces enjeux-là, ces risques-là de perte de l'information qui peut être réutilisable, en fait, et donc de protéger la qualité de l'information de ce côté. De ce que tu as vu à ce jour, si tu avais à comparer le Québec à une autre province ou si tu avais à comparer le Canada versus un autre pays, on est-tu en retard? On est-tu juste correct? On est-tu innovateur? Parce que, tu sais, il y a autant la réglementation, il y a plein de trucs, mais en termes d'écosystème, on est où par rapport aux autres? Comment tu le vois, toi, avec ta propre boule de cristal? Oui, bien, bon, évidemment, il y a une partie, j'ai la misère à évaluer en ce sens qu'on en parle aujourd'hui, mais il n'existe pas d'identité numérique. Mais comme à travers le monde, c'est un sujet qui se parle et il existe très peu d'identité numérique. Oui, il y a des exemples qui nous viennent en tête, mais est-ce que c'est des exemples qu'on veut absolument copier-coller? Pas nécessairement, parce que c'est un monde qui évolue aussi. L'identité numérique est en soi justement un élément qui évolue, qui continue à se bâtir. Je pense que oui, en fait, les gouvernements, les organisations ont démontré un intérêt, un sérieux par rapport à ça. Donc, c'est quand même une longueur d'avance. Moi, j'ai grandement confiance au Québec, au Canada. On est un pays novateur. On est une province qui excelle au niveau de la Mathieu, est-ce qu'il faut technologie. être utopiste pour avoir confiance et positif Non, et entrepreneurial? C'est quoi cette espèce de valeur-là en se disant, c'est tough, mais on décide de le faire pareil? Ça veut dire quoi? Moi, ce que j'aime, c'est quoi les éléments énergétiques qui fait qu'on est capable de passer à travers? Parce que c'est quand même une période assez particulière dans laquelle on est. T'sais. Oui, absolument. Puis, tu sais, je pense qu'un des. En fait, est-ce que c'est utopique? Ben non, j'aime croire que non. C'est optimiste comme vision, définitivement. Mais, tu sais, il faut y croire puis foncer. Puis, les innovations, ben aujourd'hui, c'est jamais fait de façon très tranquille et silencieuse. C'est qu'on frappe des murs puis on bâtit là-dessus. On voit des exemples dans le monde qui sont très stimulants par rapport à ça. Un des risques, puis justement, je pense, c'est l'adhésion des gens, de donner du sens à ce que c'est que l'identité numérique. Je pense que les gens ne comprennent pas non plus le risque qu'ils ont aujourd'hui, oui, de perdre notre numéro d'assurance sociale, notre adresse et les informations personnelles, mais les traces qu'on laisse sur le numérique aujourd'hui sont 100 fois, 1000 fois plus grandes que ces informations personnelles-là de base. Et c'est ça qu'il faut qu'on sensibilise les gens y adhèrent, les gens endossent un système de confiance et qu'on le bâtit. Fait que c'est pas sans effort, mais les innovations ne sont pas sans effort. Mais je pense qu'il faut y croire, effectivement, puis le faire fondamentalement pour les bonnes raisons. Et je pense que demain matin, en fait, aujourd'hui, même hier, depuis un bout de temps, les citoyens ne sont plus bien protégés. Puis ça, c'est universel, c'est mondial. Avec l'identité comme on l'a toujours connue, qu'on essaie de numériser, il faut qu'on pense à une autre approche, une nouvelle vision. Et c'est ce que l'identité numérique amène comme nouvelle vision. Ce qui est fascinant parce que il n'y a pas juste le Québec comme carré de sable. Je disais des études sur la Banque mondiale. La Banque mondiale illustre qu'il y a à peu près 1 milliard de personnes qui n'ont pas d'identité en ce moment sur la planète. Mm-hmm. Donc, on parle de gens qui naissent, des gens qui sont des citoyens, des hommes, des femmes, des enfants, des adultes, des mononcles, des matantes, qui n'ont aucune identité. Ouais. Et il y a comme un énorme projet qui s'organise au niveau planétaire sur ce 1 billion people qui n'ont pas d'identité. Et ce qui est fascinant comme démarche, parce que c'est très consommateur, c'est très usager, c'est très citoyen, c'est que quand tu n'as pas d'identité puis que tu essaies d'avoir des services citoyens après, c'est comme si tu ne possèdes pas le droit de recevoir des services. Tu n'existes pas, en fait, effectivement. Tu n'existes pas. Fait que ce qui était fascinant dans le débat de ce projet-là de la Banque mondiale, c'est comment faire pour générer de l'identité pour 1 milliard de personnes qui n'en ont pas. Ouais. Fait que, si tu imagines comme contexte, pas de passeport, pas de filet social, même pas la capacité de faire une transaction, tu n'existes pas. Ouais. Certains pas d'adresse, c'est des choses, effectivement, qui sont des éléments sur lesquels on s'est toujours servi pour créer une identité.
Mathieu Desrosiers reste à telle adresse, tel numéro d'assurance sociale, telle date de naissance. Bien, ces concepts-là, aujourd'hui, ne fonctionnent plus dans l'ère qu'on a aujourd'hui. Puis comme tu faisais mention aussi, la crise, je pense qu'elle a accentué ce besoin-là parce qu'il y avait un paquet de gens qui vivaient dans le monde numérique avec certains accès, avec un certain volet d'identité et d'authentification. Il y en a un paquet que non. Et ça l'a exposé justement au grand jour dans des pays où, en fait, 1 milliard, c'est pas au Canada qu'il y a 1 milliard de personnes qui n'ont pas d'identité, mais même au Canada, même aux États-Unis, partout dans le monde, des gens qui n'ont pas d'identité numérique, qui ne sont pas capables d'utiliser, de profiter des services élémentaires, en fait, aujourd'hui, qui sont des services gouvernementaux, municipaux, bancaires, bien, effectivement, je pense que ça démontre bien l'importance de l'identité numérique. Ce qui serait fascinant de faire peut-être comme simulation, c'est du jour au lendemain, on ne possède plus d'identité. Et de revoir l'espèce de customer journey qui fait que si tu veux des services, mais que tu ne figures dans aucune base de données, ça veut dire quoi? Puis juste là, sur les soutiens financiers, le PCU au Canada, à gauche à droite, dans la crise, bien, il fallait que tu aies une identité pour recevoir quelque chose. Mais si on avait à simuler la perte d'identité, ça veut dire quoi? Je pense qu'il y aurait beaucoup de gens qui auraient perdu toute forme de référent et de boussole organisationnelle, même à la limite. T'es qui? Tu peux t'appeler Thérèse ou Maurice, mais à la limite, on s'en fout. Est-ce que tu es que matière organique ou carrément tu participes à quelque chose? C'est des sujets que souvent on oublie parce que je pense qu'on est chanceux, mais on l'oublie. Mais dans ce qui s'en vient, dans la réglementation, dans même l'avenue du 5G éventuellement, il y a des choses qui se propulsent à une vitesse grand V. Mais je pense que notre rôle, c'est d'être vigilant, d'être persistant, d'être aussi optimiste parce qu'il y a moyen d'organiser ce cadre-là. Je crois beaucoup à cette vulgarisation-là. Tu sais. Je pense qu'une des choses aussi là-dedans, aussi un des éléments qui m'est très cher, en fait, qui est mon point focal à chaque fois, c'est de donner le contrôle aux citoyens à leur identité numérique, ce qui malheureusement se perd aujourd'hui quand on se branche, puis c'est pas grave si je les nomme, mais tu sais, sur des Facebook, des Google ou n'importe quelle application, on se crée un identifiant, on laisse des traces sur lesquelles on perd totalement le contrôle. Et ça, l'identité numérique ramène ça, c'est de donner le contrôle aux citoyens pour savoir à qui partage l'information, qu'est-ce qui est partagé, son droit de retirer ces autorisations-là aussi, de redonner le contrôle aux citoyens dans sa vie numérique complète, ce qu'il n'a pas aujourd'hui, ce que les grandes secondes font. Juste pour le fun, c'est quoi avoir le contrôle de ça? Quand on est des citoyens de l'État puis qu'on a des services sociaux très chanceux, peut-être dans d'autres pays, c'est encore plus difficile, mais c'est quoi avoir le contrôle sur ces affaires? À la limite, j'ai envie de te dire, si je pose la question à mes enfants, comment tu reprends le contrôle? Ils vont dire par quoi je commence, tu sais. Puis je pense qu'ils ne savent même pas qu'ils ont un contrôle, tu sais. Mais comment leur donner le contrôle, tu sais? C'est-tu en ayant des doubles identités puis voir comment un réagit aux autres? C'est pas juste de la publicité personnalisée, tu sais. Est-ce que c'est ton compte bancaire, c'est ta capacité d'emprunter? Ça veut dire quoi avoir donner le contrôle quand les gens se disent on commence par quoi? Puis souvent, quand j'avise certaines organisations, je leur pose la question quel âge a l'iPhone? Les gens me disent comme François, quoi, tu es en train de nous avoir sur une question. Non, non, je dis quel âge a l'iPhone? Là, les gens disent on ne sait pas. Bien, il y a juste 11 ans. Mm-hmm. C'est un TQ, c'est un pré-ado qui va être propulsé dans un outil de personnalisation et d'extension de soi incroyable. C'est un outil de productivité, mais cet appareil-là qui n'existait pas il y a 15 ans a simplement 11 ans aujourd'hui. Fait que quand tu développes des services, est-ce que le contrôle passe par une application mobile qui devient mon extension puis mon passeport? Mais comment donner le contrôle aux gens, à la limite? Quels sont les outils qui seraient le plus appropriés que les gens utilisent pour avoir une forme de contrôle, selon toi? Ah ben, tu sais, il y a des éléments technologiques en arrière de ça, mais je pense que fondamentalement, c'est de rendre des outils simples et conviviaux pour le citoyen de tous les jours, en fait. Et tu faisais référence tantôt à, tu sais, quand tu as une application, peu importe, tu veux adhérer, tu as un consentement à faire, ben, tu sais pas nécessairement à quoi tu consens, c'est long, c'est complexe, c'est pénible, tu fais oui, puis une fois que tu as fait oui, en fait, tu fais oui à tout ou tu fais non à tout. Et une fois que tu as dit oui, tu perds totalement le contrôle par rapport à ça. Mais c'est justement comment est-ce que, et c'est pas un exercice qui est facile, c'est pas un exercice qui est à court terme de bâtir une identité numérique et de donner le contrôle aux citoyens, mais ça doit être, c'est fondamental à la réflexion initiale de ce qu'est l'identité numérique et de dire aux citoyens, voici tu es qui dans l'univers du numérique, voici avec qui tu partages tes données qui valent tout ce que les individus valent aujourd'hui et donc de leur permettre de voir clair à travers tout ça aussi. Ce que j'aime beaucoup de cette conversation-là, c'est le citoyen, c'est l'individu, c'est l'usager.
J'aimerais ça qu'on parle aussi de ce qui s'en vient au niveau des municipalités. Mais municipalité, pour moi, c'est comme un carré de sable parce que c'est vraiment la municipalité qui est comme un gouvernement de proximité, là. Mais je veux qu'on parle aussi sur ce qui s'en vient, puis de mon avis, de plus en plus déployé, les objets connectés. La question qui tue aujourd'hui, est-ce qu'un objet connecté, d'après toi, a une identité numérique? Ben oui, effectivement. Et je suis convaincu, en fait, qu'il possède une identité numérique qui lui est propre, qui sera plus restreinte que celle d'un individu comme toi et moi, mais il possède quand même une identité numérique avec un créneau d'utilisation et d'exposition qui soit défini à travers les objets. Et les objets, il y a plusieurs types d'objets numériques, donc mais définitivement, fondamentalement, je pense que ces objets-là posséderont une certaine forme d'identité numérique à travers l'écosystème, totalement. Et oui, en référence au 5G, ces éléments-là vont se multiplier à grande vitesse et donc l'information va se propager à très grande vitesse aussi par la suite. Fait que si on prend pour acquis qu'un objet connecté qu'on peut retrouver dans une municipalité intelligente ou un bâtiment intelligent ou de la mobilité intelligente, est-ce que tu penses que cet objet-là a une capacité d'être en interaction avec un humain qui est dans cet espace-là? Puis d'après toi, quels vont être les services qui pourraient être prodigués par rapport à cette interaction-là? Parce que ce qui est extrêmement intéressant, puis c'est très anthropologique à la limite, puis ça, j'adore ça, c'est la relation des peuples face aux espaces, puis c'est la notion de tribu puis de communauté. Mais vu que nos villes et nos municipalités deviennent intelligentes, propulsées par des humains, c'est pas juste la technologie, comment tu vois l'interaction entre l'humain, l'espace et ces objets-là? Puis je pense que l'identité est transversale par rapport à l'expérience, mais est-ce que tu crois qu'on pourra avoir une interaction positive et pertinente à travers une municipalité ou un bâtiment ou de la mobilité durable? Ben, moi, je pense que oui, puis ça revient à l'élément de dire en donnant l'opportunité, la chance, le contrôle aux citoyens de voir, de cohabiter, d'interagir avec ça et lui donner la liberté de choisir du début et de la fin de ces interactions-là. Définitivement, je pense qu'il y a un écosystème d'identité et de services à bâtir autour de l'identité numérique par rapport à ça. Et donc, oui, clairement. Puis le volet municipal, je pense que oui, je fais toujours référence aux citoyens parce qu'essentiellement, c'est pour ça qu'on doit le faire. Et le volet municipal est sans doute un des éléments où, en fait, on se promène dans notre ville, on y vit, on y habite quotidiennement. Donc, comment donner, élargir les services, mais tout en donnant le contrôle, effectivement, à nos citoyens. Puis souvent, ça va passer par des notions de cybersécurité ou des niveaux de standards, mais comment tu vois la cybersécurité d'aujourd'hui, juillet 2020, versus la cybersécurité qui existait il y a 3 ans? Mais si on a à se projeter pour les 3 prochaines années, la cybersécurité va être quoi à la limite? Parce que c'est une forme de contrôle, de Mm-hmm. processus, de business access. Les objets peuvent jouer un rôle par rapport à ça, mais comment tu vois ça aujourd'hui, le créneau de la cybersécurité? Parce qu'il y a comme une dépendance entre l'identité et la cyber, là, c'est qu'on redéfinit Absolument. les règles et les mécanismes associés à ça. Puis ce qui est fascinant, c'est que c'est très software aussi, c'est très hardware. Il y a comme peut-être une prise de perte de contrôle versus, mais est-ce que la cyber aujourd'hui, elle est dans une forme de maturité qui permet de tout protéger ou le maillon faible va toujours être l'humain qui va configurer le système? C'est quoi ton pli par rapport à ça? Ben, en fait, je l'ai mentionné tantôt, tu sais, je suis pas un expert des technologies, pas du tout. J'ai des collègues qui en font un métier, une vie, une passion et bien heureux de ce côté-là. Mais clairement, comme tu dis, il y a un lien indissociable entre les deux. L'identité numérique doit bien être protégée. La cybersécurité est au cœur de tout ça. Mais c'est un des domaines, justement, qui avance à vitesse grand V. Technologiquement, il y a 3 ans, aujourd'hui, en référence à ton iPhone tantôt, les choses vont exponentiellement vite. Et donc, j'ai la misère à dire où on sera dans quelques années par rapport à ça, mais c'est un élément fondamental, effectivement, d'arrêter ça. Mais ce qui nous donne justement aussi des capacités à pour bâtir l'identité numérique qu'on ne pouvait pas penser il y a quelques années de ça. En fait, aujourd'hui, bien, cette capacité-là de protéger la donnée et pour les citoyens bien, va être de plus en plus là. Le risque zéro n'existe pas, mais il peut être grandement amélioré par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. En fait. Parce qu'aujourd'hui, le grand enjeu, c'est qu'une fois que la donnée personnelle est perdue, bien, elle est utilisable par d'autres tiers, elle est difficilement réconciliable et donc, ultimement, dans un monde d'identité numérique, bien, ces enjeux-là sont de beaucoup diminuer. En fait. Donc, c'est là qu'on augmente beaucoup la protection et le contrôle auprès des citoyens. Cool. Dernière question, Mathieu. Qu'est-ce que tu nous souhaites à l'écosystème
pour que l'identité numérique prenne toute sa valeur, se cristallise dans du fondamental, puis que ça soit, dans le fond, une nouvelle intention d'un bien commun, là, mais qu'est-ce que tu souhaites, dans le fond, à l'écosystème au niveau de la prise de conscience de l'identité numérique? Ah ben, tu sais, en fait, je pense que c'est fondamental l'identité numérique et je pense que la plus grande chose, en fait, ce que je souhaite, c'est que tout le monde, toutes les grandes organisations, les gouvernements, les grandes institutions se tiennent main dans la main et décident de bâtir cet écosystème de confiance-là qui bâtira l'identité numérique. C'est un produit novateur, c'est une nouvelle façon de penser, de réfléchir. Bien, l'ensemble de l'écosystème aussi doit être bâti sur une nouvelle façon de travailler, de réfléchir dans un monde de confiance. Et j'ai confiance que les organisations au Canada vont endosser le pas. Je pense que la sensibilisation est de plus en plus là et grande. Maintenant, il faut agir, il faut bouger pour le bien de nos citoyens parce que tant aussi longtemps qu'on n'a pas les solutions à leur offrir, c'est les anciennes approches et le risque qui demeure là. Donc, moi, je suis optimiste de nature. J'ai confiance que les astres s'enlignent de plus en plus. La vélocité sera là pour bâtir une identité numérique au Canada et au Québec qui sera solide pour nos citoyens. Bien, Mathieu, ça me fait plaisir de faire partie de cet écosystème-là et de la supporter. Je pense qu'ensemble, il y a une forme de leadership. Puis je pense que tu assumes un leadership aussi. Je crois beaucoup à cette forme d'énergie-là pour transformer les organisations, mais je pense aussi que ça nécessite une forme de leadership. Et oui, un petit peu d'utopie parce qu'on est tous des optimistes, parce qu'on est tous soit des intrapreneurs ou des entrepreneurs, parce qu'il y a toujours moyen de trouver une solution à un problème. Mathieu, j'apprécie beaucoup ce moment-là qui était, à mon avis, très riche, qui était vraiment improvisé à la limite, mais pilote. Et c'est ce genre de truc-là que je veux partager le plus possible. Fait que merci beaucoup. Bonnes vacances, bon décrochage en famille. Puis, comme on dit, à suivre à la rentrée parce que ça va être toute une rentrée. Bien reposé, on sera prêt. Merci François, toujours un plaisir. Salut, porte-toi bien. Bye. Salut, merci.